Bonsoir à tous et à toutes. Le projet de loi de reddition des comptes de l'exercice précédent vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Il sera renvoyé dans l'autre chambre du Parlement pour une seconde lecture. Sylvie Mouimbo. Ces 7 suppléants viennent de remplacer les députés nationaux frappés d'incompatibilité ou décès ou encore empêchés définitifs. Ils peuvent désormais siéger à l'hémicycle comme députés nationaux. L'Assemblée plénière, sous la conduite du deuxième vice-président Boniface Balamagé-Kolo, a validé leur pouvoir. 4 députés nationaux sont frappés d'incompatibilité. Il s'agit de Fabien Moutongo de la circonscription électorale de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Balachichwa Chabani Yvette de Chikapa dans le Kasaï, Botakile Noël de la circonscription électorale de Bongandanga dans la Mongala, Chizainga Cédric de la circonscription électorale de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le député national Malouka Makonji Pierre est empêché définitif. Et enfin, les collègues décédés sont Kabeya Kalala Hakim, Kakoule Floribert et Namoko Mas. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont adopté les conclusions du rapport de la Commission économique et financière sur le projet de loi de reddition des comptes, exercice 2019. Sur 314 députés qui ont pris part au vote, 309 députés ont voté oui, 4 députés ont voté non, 1 député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances 2019. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. C'est suite à la motion incidentielle du député national Henri Thomas Lokondo que le débat n'a pas eu lieu. Pour gagner du temps, parce qu'on travaille maintenant sur le mode de l'urgence, il nous reste seulement 15 jours, alors que les amis du Sénat auraient dû avoir 20 jours, comme la loi sur les finances publiques de l'État l'exige. Il faut qu'on envoie la loi sur la reddition des comptes à la Chambre sœur, 10 jours pour qu'on attaque, que la Commission vienne nous présenter le projet de budget 2021. Comment gérer le déchet à Kinshasa, la ville qui compte près de 15 millions d'habitants? C'est à cette principale interrogation que le Conseil économique et social a tenté de répondre au cours de sa plénière, la dernière de la session d'octobre. Séance plénière présidée par Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, comportait 2 points à l'ordre du jour, notamment l'adoption de l'ordre du jour, la présentation du projet d'avis sur la gestion des déchets en milieu urbain, cas de la ville de Kinshasa. Le président de la commission Santé, Affaires sociales et culturelles, le conseiller de la République Omekenge Osanga Pierre, a fait l'économie générale en parlant des considérations générales autour du concept déchets, sa typologie, sa gestion et son impact. Le conseiller de la République Malanda Nsumbu Félicien, rapporteur de cette commission, a fait l'état de lieu de la situation des déchets dans la ville de Kinshasa, en commençant par présenter la ville de Kinshasa, son profil environnemental, sa production et la gestion des déchets. Le cadre juridique et institutionnel en matière d'assainissement n'était pas en reste. Il a aussi renchéri ses propos en parlant de quelques préconisations sous différents ordres. Entendez l'ordre managérial, l'ordre juridico-institutionnel, l'ordre technique et l'ordre économico-financier. Le président de la commission santé a fait par la suite une restitution de la descente des membres de la commission sur terrain en rapport avec cette thématique sur les déchets pour la recette des données fiables. Les conseillers de la République ont formulé quelques recommandations et le président a soumis le projet d'avis sur la gestion des déchets en milieu urbain, cas de la ville de Kinshasa, à l'Assemblée générale pour son adoption. Et l'Assemblée générale a adopté moyennant les amendements. Le Conseil économique et social va clore sa session d'octobre demain, mardi 1er décembre. Ce sera au Palais du Peuple. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Léon Kiaboba. Bonsoir, M. Léon Kiaboba. Vous êtes deuxième vice-président du CES, le Conseil économique et social, qui va clore dans sa session, je le disais, d'octobre demain au Palais du Peuple. Première question, quelles sont les matières qui ont été débattues tout au long de cette session d'octobre? Merci beaucoup pour votre question. Cette session d'octobre qui s'inscrit dans le cadre de la première session, de la toute première session ordinaire de la deuxième mandature du Conseil économique, a donc eu à dresser une sorte de feuille de route pour la mandature
Et on a défini plusieurs matières. Mais comme la session ne dure que 2 mois, on a été contraint de devoir prioriser les matières. Et pour pouvoir prioriser ces matières, de la manière que nous fonctionnons, il faut récolter les informations. Et nous avons une formule qui est assez intéressante, c'est d'inviter des personnalités, des professeurs d'université qui viennent au conseil et on organise ce qu'on appelle les séances académiques. Et ceci fait nous a conduit à finaliser le travail qui était mis en route par nos commissions permanentes. Et ces commissions permanentes nous ont amenés à produire 4 avis. Le premier est très important parce qu'il cadre avec l'actualité, c'est la politique à mettre en place par la République démocratique du Congo pour une intégration régionale africaine réussie. Vous savez bien que l'année prochaine, le chef de l'État va piloter l'Union africaine. Donc, le Conseil économique et social a réfléchi et a élaboré un avis qui va être publié et bien sûr, nous allons le soumettre à qui de droit en priorité. Deuxième avis, c'est sur la problématique des coopératives agricoles. Autour de cet avis, on veut voir quel est le soutien qu'on peut apporter à l'économie rurale congolaise. C'est la résultante en fait de l'échange que nous avons eu avec Madame Aminata de l'OIT. Troisième avis important, c'est sur les eaux douces de la République démocratique du Congo. Et là, nous avons examiné les défis de la gouvernance, mais aussi les opportunités de capitalisation des eaux douces congolaises, parce que demain ou après-demain, on peut connaître la guerre de l'eau. Il est important que la RDC soit prête à ça. L'eau, c'est l'enjeu de demain. Alors, le dernier avis qui a été adopté et qui va être publié, c'est sur la gestion des déchets en milieu urbain, cas de la ville de Kinshasa. Voilà les 4 avis en 2 mois que nous avons produits, mais bien sûr les réflexions remontent à plus longtemps et nous avons tenu compte des différentes données pour en arriver là. Voilà pour cette session qui a commencé le 1er octobre et qui se termine demain, le 1er décembre. Et la prochaine session, c'est au mois d'avril. Ça sera au mois d'avril. Avril 2021. Merci, M. Kiabouba, deuxième vice-président du Conseil économique et social, pour être venu. Et rapidement, la cérémonie de demain. La cérémonie de demain, c'est à 11h. Je suppose que vous avez reçu les invitations, mais en tout cas, l'autorité de la maison ici a reçu l'invitation. Séance solennelle. Séance solennelle qui va se tenir au Palais du Peuple. Et au cours, comme d'habitude, à l'ordre du jour, il n'y a qu'un seul point, c'est l'allocution du président du Conseil économique et social qui va faire le point de tout ce que nous avons fait et bien sûr de ce que nous allons faire d'ici là, c'est-à-dire avant la session d'avril. Nous avons ce qu'on appelle l'intercession et c'est durant l'intercession que nous préparons la session prochaine et nous avons beaucoup de matières en chantier. 100 nouveaux bus viennent de renforcer le char automobile de Transco. Par cette acquisition, Transco, qui connaît de sérieux problèmes d'intendance, pourra avoir un peu de souffle pour repartir. Ces bus ont été réceptionnés dans la ville portuaire de Boma, dans le Congo central. Annoncé précédemment, le deuxième lot, constitué de 110 bus de marque Volvo, achetés au Brésil, est déjà disponible ici au port de Boma. Lundi 30 novembre 2020, cérémonie haute en couleur pour la réception de bus Transco Pimpon Neuf. Après le mot de bienvenue du gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, le directeur général de Transco, Blackson Bongi, a exprimé sa joie au nom de l'entreprise et exprimé sa gratitude à l'endroit de sa tutelle qui s'est investi pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Le bus Volvo CB271 s'est équipé d'un châssis solide. Il a une puissance de moteur de 260 chevaux, ce qui lui permet de supporter de nombreux arrêts et redémarrages. Au nom du chef de l'État et du Premier ministre, le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu est revenu sur le caractère ô combien social de l'action gouvernementale sous l'impulsion du chef de l'État, cela s'entend. Avec la réception de ce nouveau autobus, votre gouvernement vient ainsi de jeter
bouée de sauvetage, une ligne de vie pour Transco, pour que cet établissement public puisse continuer à jouer son rôle citoyen pour la mobilité douce de la population. Je souhaite vivement que ce nouveau bus que nous réceptionnons aujourd'hui puisse contribuer à l'amélioration des usagers des routes. Ce don du gouvernement au peuple congolais est un patrimoine qui mérite donc d'être respecté pour mieux préserver nos expériences, notre asile et notre vivre ensemble dans la société. Ce deuxième lot de 110 bus fait partie des 400 bus de marque Volvo achetés par le gouvernement. Les personnes vivant avec handicap entrevoient de bâtir un monde post-Covid beaucoup plus inclusif, accessible et durable. C'est à la faveur de la journée internationale qui leur est dédiée qu'ils ont exprimé cette volonté. Les activités relatives ont commencé ce lundi et vont s'étendre jusqu'à jeudi prochain. En raison de la crise engendrée par la Covid-19 et au regard de la vulnérabilité des personnes handicapées face à cette pandémie, l'édition 2020 de la Journée internationale des personnes handicapées a mis l'accent sur le thème « Reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19, inclusif, accessible et durable » à l'initiative des Nations Unies. Cette célébration qui s'étend à 5 jours, soit du 30 novembre au 3 décembre 2020, contribue à promouvoir les actions de sensibilisation sociale et à mettre en avant les avantages d'une société inclusive et accessible pour tous. La prise en compte de la donne handicap dans les programmes multisectoriels d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo, susmentionnés, atteste du souci de notre gouvernement, du gouvernement de Ilunga Ilukamba, d'œuvrer réellement vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables, Maître Irène Sambodiata, a peint les tableaux père et luisants des personnes handicapées en RDC. Elle a également évoqué la loi organique qui se trouve sous examen au Parlement. Le gouvernement, à travers mon ministère, a initié 2 programmes importants dans le cadre de la prévention de cette pandémie. Il s'agit, 1, de la lutte contre l'instabilité dans les centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap, 2, de la sensibilisation avec la distribution des kits de protection contre Covid-19 dans le milieu des personnes vivant avec handicap. Les partenaires techniques et multisectoriels, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les CBM, Christian Blend Mission et l'OMS, ont chacun mis l'accent sur la nécessité de promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap et d'être solidaires à ces vulnérables pour leur accès à l'information. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a brossé brièvement la situation épidémiologique du Covid-19 en RDC et la nécessité de sensibiliser et appuyer les personnes handicapées, une frange de la société durement exposée à cette pandémie. C'était un reportage de Betty Amani. Nous allons nous rendre à la présidence de la République où une délégation japonaise a eu une séance de travail avec le directeur de cabinet ad intérim du chef de l'État. Selon les responsables de l'entreprise chinoise Sinomine, le projet d'accompagnement des entreprises du portefeuille congolais concerne le domaine des mines et des constructions des infrastructures. Le directeur général de la filiale RDC, Zhang, ainsi que ses 2 assistants ont expliqué les enjeux de ce projet pour l'investissement de la République démocratique du Congo. Un projet ambitieux pour la relance des entreprises dans ces secteurs, a expliqué Bouesso Chris, le porte-parole de la délégation. Dans les domaines miniers, bien évidemment, nous sommes venus nous enquérir de la vision du chef de l'État. Nous avons un projet que nous voulons implémenter avec les entreprises du portefeuille. Nous sommes venus recevoir des indications, des directives de la part de son Excellence le directeur de cabinet pour implémenter au mieux le projet du président, qui est un projet ambitieux. Le directeur de cabinet nous a fait des remarques très constructives par rapport à notre projet. Vous savez, il y a le slogan du président qui dit « le peuple d'abord ». Donc il veut que ce slogan-là ne soit pas qu'un simple slogan, mais doit être matérialisé dans tous nos projets. Que nous allons mettre en place des actions concrètes pour le développement de la RDC et pour
au jour d'aujourd'hui, appuyer le projet du président de la République dans le soutien aux plus démunis, notamment à l'intérieur du pays. De son côté, le directeur de cabinet AI du chef de l'État, le professeur Désiré Cachemire Kolengele et Burante, a expliqué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le domaine des investissements et a souligné l'importance d'œuvrer dans le domaine social car ces entreprises minières ont une part sociale à apporter au niveau de la population. C'était une délégation des entrepreneurs chinois. À partir du 1er janvier 2021, la RDC sera à la tête de l'Union africaine. Le chargé du panel RDC Union africaine est monté ce matin au premier niveau de la tour administrative de la RTNC pour solliciter la visibilité dans les médias officiels des différentes activités qui seront organisées par l'Union africaine sous la présidence, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Un autre démarque dans les installations de la RTNC. Il s'agit du coordonnateur du panel RDC Union africaine, Alphonse Toumbalouaba, qui a été reçu ce lundi 30 novembre 2020 par le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga. Les deux personnalités ont cogité sur l'accompagnement par la RTNC de la présidence de l'Union africaine qui va désormais assurer dès janvier 2021 le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alphonse Toumbalouaba a exprimé quelques attentes. Nous sommes venus parler de l'accompagnement par la RTNC de la présidence de l'Union africaine que la RDC va assumer l'année prochaine. Donc c'est notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera président de l'Union africaine l'année prochaine. Et voir comment la RTNC pourra aussi nous accompagner dans la préparation de ce grand événement, dans les suivis, avant, pendant et même après l'événement. Et faire connaître davantage à la population congolaise ce qu'est la présidence de l'Union africaine, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce que l'Union africaine elle-même. Et la RTNC doit retrouver sa place des meilleures chaînes nationales du continent, a-t-il renchéri. La RTNC doit être aussi au cœur de l'événement, contribuer à la sensibilisation des Congolais, mais contribuer aussi à faire connaître et reconnaître la RDC dans le concert des nations. Vous savez que la RTNC ici fut considérée à un moment comme le grand tam-tam de l'Afrique. Et bien maintenant que la RDC est de retour sur la scène africaine et mondiale, universelle, il est aussi important que la RTNC saisisse cette occasion pour être également de retour en Afrique et dans le monde. Pour cette marque de sympathie et de reconnaissance du bon travail qu'a la RTNC, le directeur général Ernest Kabila Ilunga a raccompagné son hôte, une manière de lui assurer de l'accompagnement de cette chaîne nationale. Dans la province minière du Lualaba, au sud-est du pays, plusieurs véhicules contenant des minerais ont disparu. Les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur un groupe de personnes présumées voleurs de ce véhicule. Ils avaient réussi totalement leur coup. Comus aurait perdu 400 tonnes de minerais de cuivre qu'elle entrepose dans ses installations. Grâce à la police, 10 camions en haut, dont certains chargés, ont été interceptés la nuit du samedi au dimanche 29 novembre. 5 de ces camions ont été acheminés au ministère de l'Intérieur. Les 5 autres, leurs conducteurs les ont laissés dans les parages du site minier et ont pris fuite pendant l'opération des hommes en uniforme. Aujourd'hui, 11 présumés voleurs sont neutralisés. En tant que gouverneur, son rôle, c'est aussi celui de protéger des investissements pour l'intérêt de la République. Sur des questions de vol des produits dans les concessions minières, Richard Mouyège a toujours été intraitable. Vendredi, j'ai eu la visite très matinale des responsables de Comus. Ils n'ont pas attendu que je sois au bureau. Ils m'ont assiégé à la maison à partir de 6 h du matin parce qu'ils en avaient marre de perdre de leur minerai. Ils m'ont dit que plusieurs camions sortaient sans aucune crainte. Ils se posaient la question de savoir comment ces camions quittaient la ville et comment ces camions quittaient leur siège. Il y a des complicités à tous les niveaux.
Je me réserve de faire des déclarations fortes. Je viens de convoquer une réunion pour mieux comprendre. La réunion du Conseil de sécurité se tiendra 2 heures plus tard à l'hôtel du gouvernement. Elle avait pour but de trouver des réponses aux vraies questions liées au mode opératoire de la bande. Mais à entendre le gouverneur au sortir de la réunion, le mal est bien plus profond. Nous venons d'être informés avec des cas précis que des vols intenses s'organisent au niveau des entités minières. Malheureusement, les responsables de nos services, de la police, semblent être impliqués. Nous poursuivons les enquêtes et les camionnettes que nous avons achetées pour les patrouilles sont souvent utilisées pour encadrer ces opérations de malfaiteurs. Et comme je l'ai dit ce matin, c'est un crime économique. Nous prenons ça très au sérieux. Les enquêtes sont ouvertes au niveau de la police. À coup sûr, la justice se saisira du dossier. Le vice-ministre de la Justice à Goma pour s'enquérir du fonctionnement de l'appareil judiciaire dans cette partie de l'Est du pays en proie à des conflits récurrents. C'est après un bref entretien avec les gouverneurs du Nord Kivu que le vice-premier ministre, ministre de la Justice ad intérim, a pris son bateau pour la ville de Bukavu au Sud Kivu. Plus de 4 heures de navigation. Maître Bernard Takeishi Ngumbi et sa suite ont débarqué. Il était presque 20 heures. Dans la journée, Maître Bernard Takeishi Ngumbi entame sa visite par la prison de Kabaré. Ici, des difficultés majeures se posent pour mieux gérer les 242 détenus qui y sont incarcérés. Je suis non seulement stressé, mais je suis un peu dérangé de voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont détenus dans cette prison. Et de constater aussi qu'il y a le personnel n'est pas suffisamment pris en charge par nous, l'État, et ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Alors rien du tout. Je venais exactement de constater encore que ça faisait depuis plusieurs semaines que les détenus n'ont pas de quoi manger. Et ce sont des choses que nous ne pouvons pas admettre. Nous allons continuer à faire notre plaidoyer pour que ces choses changent. Pour le cas de Kabar, il n'y a qu'un seul magistrat depuis plus de 4 ans et qui travaille seul. Ce n'est pas peu de choses. Même problème à la prison centrale de Bukavu. D'abord la surpopulation. Plus de 1400 prisonniers y sont incarcérés alors que la capacité d'accueil est de 500 personnes. Vétusté de bâtiments, ravitaillement de détenus, sécurisation des prisonniers, impayement des agents pénitentiaires, la liste est longue. Nous avons constaté que l'état du bâtiment est un peu déplorable, commence à céder. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment qui a été construit il y a de cela plus de 60 ans et qu'il faille absolument soit le réhabiliter des fautes encombre, soit construire une nouvelle prison. Et c'est ça notre choix. Étant donné que la prison est en pleine ville de Bukavu, l'idéal serait de la délocaliser. Concernant la protection des prisonniers, le patron de la justice congolaise a instruit au directeur de cette prison de contrôler tout ce qui entre. Il s'est fait accompagner dans cette mission de la procureure générale de la République du Sud Kivu, du procureur général près le service pénitentiaire, sans oublier le ministre provincial de la justice et la chef de division provinciale de la justice. Plusieurs experts du secteur de l'environnement, surtout ceux qui gèrent les sites classés, réfléchissent depuis ce matin à Kinshasa sur la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en RDC. La République démocratique du Congo regorge plusieurs sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, à savoir les parcs nationaux de Virunga, Garamba, la réserve des faunes à Okapi, les Salonga, pour ne citer que ceux-là. C'est ainsi que cet atelier technique axé essentiellement sur la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en RDC a permis aux différents délégués des pays africains d'échanger sur le patrimoine mondial en RDC et ses orientations. Les participants ont également procédé à l'évaluation de la mise en œuvre du patrimoine mondial en RDC en conjonction avec l'agenda 2063 et à l'identification des actions clés pour l'amélioration de la situation actuelle des sites que compte la RDC, surtout ceux inscrits sur la liste du patrimoine en péril. La liste en péril n'est pas une sanction, mais c'est juste attirer l'attention des bailleurs de fonds pour nous aider. Et nous sommes déjà dans le processus de ce qu'on appelle les mesures correctives. Et ces mesures correctives vont nous aider à pouvoir corriger
et redonner la valeur à nos valeurs exceptionnelles universelles qui sont dégradées. Effectivement, les rhinos blancs du Nord qui sont perdus pour le parc national de Garamba, mais nous avons une croissance des girafes, des éléphants, des hippopotames et autres. Le parc des Salonga est aussi en train d'être restauré et réhabilité. Et vous avez tous intervenu pour qu'on arrête le bloc pétrolier et l'exploitation pétrolière dans le parc. Et tous ces efforts-là sont des mesures correctives qui permettent que nos sites, à un moment d'évaluation, puissent sortir des listes en péril. La République du Congo fait aussi face à des défis particuliers, n'est-ce pas, liés à la conservation des biens du patrimoine mondial. Notre rôle en tant que Fonds du patrimoine mondial africain est justement de réfléchir au cours de cet atelier avec nos collègues des institutions impliquées dans la gestion du patrimoine mondial sur les voies et moyens que nous pouvons identifier, n'est-ce pas, pour faire face aux défis concernant la conservation. Cet atelier est organisé en marge de la tenue à Kinshasa du conseil d'administration du Fonds pour le patrimoine mondial en Afrique. L'œil de l'Office congolais du contrôle, l'OCC, veut voir clair dans le délai de livraison des résultats du contrôle des marchandises. Ce droit de regard s'étend aussi jusqu'au respect de la grille de frais à payer au niveau du guichet unique du commerce extérieur. Le staff dirigeant de l'OCC a partagé toutes ses préoccupations avec les hommes d'affaires du Nord Kivu. Du contrat de vérification des importations avant embarquement à destination de la République démocratique du Congo, le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Célestin Pierre Issassi Tabouamousimboa, a eu une séance de travail avec les opérateurs économiques du Nord Kivu, en présence du ministre provincial du commerce Jean Rouyangue et du directeur général de BIVAC BVRDC, Pierre-Olivier Gobert, ainsi que de quelques cadres de l'OCC. La Fédération congolaise des entreprises du Congo a posé le problème de perception de certains frais hors guichet unique, du rapport entre l'OCC et la DGDA, de l'ouverture d'un bureau de BIVAC à Goma et de la lenteur administrative dans certaines opérations. Il y avait là-bas un contrat entre BIVAC et la DGDA qui avait déjà expiré. Nous ne savions pas, on n'avait pas l'information que la licence a été renouvelée. C'est à cette occasion que nous l'avons aussi. Et cela n'a plus posé de problème. Le DG de l'OCC, Célestin Pierre Issassi Tabouamousimboa, a rencontré toutes les préoccupations soulevées et rassuré les patronats congolais du Nord Kivu. C'était des échanges très constructifs, permettant de comprendre leurs préoccupations et d'y apporter des solutions idoines dans le futur. Ce sont des partenaires. L'échange doit être continu et permanent pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Après cette rencontre avec la FEC, la délégation conduite par le DG de l'OCC a visité la frontière RDC-Rwanda à la Grande Barrière, la Petite Barrière, puis les installations de l'OCC et le laboratoire. Objectif, s'imprégner des conditions de travail dans les processus de la vérification de la qualité et de la conformité de marchandises que la population congolaise est appelée à consommer. C'est un reportage de Jacques Mégier. Puis la famille Bassiala, la profonde douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la mort de Mme Rita Bassiala Mokonga, mort survenue le 27 novembre 2020 à Kinshasa. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement pour la famille Bassiala, Maka, Marie et Thérèse. René Tatawakou et Ignace Tibango ont réalisé ce journal. Diane Balaka a collaboré à ce journal. À tous et à chacun, je dis merci d'avoir suivi ce journal. Un clin d'œil particulier à une consoeur qui siège à la représentation nationale. Elle est l'élue de Wamba, Geneviève Inagosi Boulo Ibambi Kassongo. Merci à tous et à chacun pour avoir suivi ce journal et bonsoir.